Bon les amis, on arrive ici sur un nouveau format de vidéo. Salut Yann, merci d'être là. Salut. Ça fait plaisir. Moi aussi. Je vais vous le présenter dans quelques secondes. Pour les personnes qui ne le connaissent pas encore, mais normalement ce devrait être le cas pour la majorité d'entre vous, j'instaure un nouveau format de vidéo sur la chaîne qui vont s'appeler les conversations objectives du capitaine. L'objectif étant pas d'être dans un processus d'interview, justement, c'est assez classique, on en voit beaucoup, mais un process dans lequel on met un sujet sur la table et on discute de manière objective et le plus détaché possible, tout en faisant référence à nos expériences personnelles et notre interprétation des sujets, pour que ça vous serve et que vous puissiez, avec votre propre mécanique de réflexion, nourrir à la thématique, peut-être arriver à des conclusions, prendre du recul, bref. On a ici des gens qui s'intéressent à évoluer personnellement, on a des gens qui entreprennent, et cette thématique, je le sais, est souvent demandée, vous m'en parlez beaucoup, et donc on va essayer de l'évoquer aujourd'hui. Yann, si tu veux, on va faire les choses dans l'ordre. Est-ce que tu vas te présenter dans un premier temps, si ça te convient, de la manière dont toi tu veux que les gens te connaissent? Je laisse toujours un peu ce côté libre de s'identifier comme on le souhaite, évidemment. Et dans un second temps, avant qu'on amorce notre conversation, je vais juste faire un rappel un petit peu des règles et du format, vous expliquer comment tout ça va fonctionner. Donc, est-ce que du coup tu peux expliquer à l'audience qui tu es? Je me présente rapidement parce que souvent les présentations qui durent deux plombes, c'est très chiant. Donc, globalement, j'ai un parcours un peu atypique, mais on va dire que je suis dans le fond un investisseur depuis toujours, ou en tout cas du plus long que je me rappelle, avec plus ou moins de succès, bien sûr, puisque tout n'est pas venu du jour au lendemain. Principalement, je vais m'intéresser à tout ce qui est finance au sens large et les investissements au sens large, avec des domaines de prédilection comme l'immobilier, les marchés financiers, le private equity, et puis je ne suis pas du tout fermé aux investissements alternatifs, que ce soit l'art, les montres, etc. Bref, je suis vraiment passionné par l'investissement, c'est vraiment un domaine qui me passionne. Je ne sais pas si les gens savent qu'on peut être passionné par l'investissement, mais je suis passionné par l'investissement. Ouais, c'est la preuve vivante. Ouais, tout à fait. À côté de ça, je suis entrepreneur, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Yann Darwin, c'est peut-être le meilleur moyen d'en savoir plus sur moi, c'est d'aller jeter un œil à cette chaîne YouTube. Voilà. En étant simple et rapide. Exactement, et aujourd'hui cofondateur d'Inbull, d'ailleurs on s'est rencontrés nous dans un séminaire sur l'immobilier en Floride, et puis de fil en aiguille tu m'avais demandé d'intervenir à ton événement, le BIF, dans lequel j'avais fait l'intervention inaugurale, c'était assez sympa. Je l'avais appelé Capital Bonheur de 0 à 1 million, parce que c'était un festival immobilier. Oui, c'est toi qui avais ouvert le truc. Voilà. C'était référent, tu te rappelles bien, il y avait des centaines de personnes, plus de 600. Il y avait plus de 600 personnes, et j'étais content que tu passes en premier, parce que c'est toujours une place qui est compliquée, personne ne voulait la prendre, et tu as relevé le défi avec brio. Eh ben, c'est gentil, mais c'est vrai que c'était sympa, c'était un challenge qui correspondait bien à mon timing à l'époque, j'avais stoppé mon activité, et comme j'étais un peu fauché, je leur ai dit directement. Vous savez, vous êtes plein de bullshit. Du coup, on l'a payé méga cher. Je leur ai dit, voilà. Écoutez, comme là, je peux pas, je viens de vendre, je viens de fermer mon entreprise, je peux pas vous parler de ça. J'avais parlé de bonheur, c'est un peu une thématique que j'adresse souvent. Alors, justement, d'abord, merci d'être là parce que tu as une légitimité qui est émue par ton parcours. On a chacun la nôtre, mais en tout cas, tu as rencontré beaucoup de monde, tu es dans la pédagogie, l'éducation, et c'est ce qu'on fait sur cette chaîne-là. Les conversations objectives du capitaine, elles vont partir d'un postulat, et je ferai des vidéos spécifiques là-dessus d'ailleurs, que je ne verbalisais pas aussi bien à l'époque, parce qu'on évolue tous, et que maintenant je verbalise systématiquement avec mes proches. Lorsque je converse avec eux sur une thématique, parce qu'on est dans une période de ce monde où on s'écharpe très vite, on s'embrouille sur des convictions opposées, l'actualité le démontre à travers des convictions sur la partie santé, pédagogie, politique, enfin bref, tous les sujets on les met sur la table et on est violent à l'égard des conclusions et on s'oppose les uns les autres. Ça m'agace un peu, donc du coup j'ai 5 prérequis à ces conversations objectives que je vais partager avec toi, de sorte à ce qu'il y ait une adhésion qui soit préalable à la discussion, mais également qui va vous servir, je l'espère, parce que mon objectif, c'est pas que je sois glorifié ou reconnu pour le fait d'avoir mis en œuvre ce genre de détails, mais que des personnes chez eux soient capables d'utiliser les mécaniques de réflexion ou de conversation que je vais poser, parce que croyez-moi, ça change tout. Ça vous évite bien des problématiques et bien des engueulades. La première chose, le premier prérequis, rien n'est vrai, tout est contextuel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir les choses de manière isolée, simple et simpliste. Tout dépend du contexte. Si je te dis une femme a tué un homme, tu peux dire ouais c'est pas top, non, c'est pas top. Si je t'explique qu'en fait c'était un braqueur armé jusqu'aux dents, qu'elle l'a poussé du haut des escaliers pour protéger son enfant de 4 ans, qu'il est tombé et qu'il est décédé, du coup c'est top. Tu vois tout de suite, c'est marrant, le contexte change totalement l'interprétation. Donc ça c'est vrai pour tous les sujets. Deuxième point, toute thématique est une équation multifactorielle à résoudre. S'il y a bien quelqu'un qui comprend la complexité des sujets, c'est toi. On adresse la finance, l'investissement, etc. Quand on dit par exemple il fait beau,
c'est pas blanc ou noir, hein, c'est pas un ou deux, non, c'est plus complexe que ça. Pourquoi? Parce que peut-être ta conjointe, étant une femme d'ailleurs, est plus frileuse, donc elle va dire, bah, moi je trouve qu'il fait pas beau. Alors qu'en fait, il y a du soleil et quelques nuages, et toi, tu trouves qu'il fait beau. Il y a le temps qu'il fait, il y a la couleur du ciel, il y a les nuages, il y a le taux d'hydratation, de trucs, d'eau dans l'air, d'humidité, il y a la chaleur, la température, bref, la luminosité, tout autant de facteurs plurifactoriels qui font que ça n'est ni monofactoriel, ni binaire. Binaire voudrait dire qu'il y en a deux, mais c'est plurifactoriel. C'est un constat qu'on fait déjà, donc pour nous, je pense qu'il est acquis, mais je vous invite à souligner ça chez les gens avec lesquels vous conversez de manière objective. Ce qui n'est pas le cas souvent, c'est trop subjectif. Le troisième point que je voudrais évoquer, c'est que nous sommes biaisés et qu'il faut un peu d'humilité quand on parle. C'est-à-dire qu'on est biaisé par notre expérience personnelle, on a toutes et tous une lecture de certains sujets qui est mue par ce qu'on a vécu dans le passé. Et on n'a pas raison de manière universelle, on a raison de manière contextuelle et ça nous ramène au premier point. Donc ça, encore une fois, c'est ce que je mets sur la table quand je converse avec les gens. Le quatrième qui a de l'importance pour moi, dans cette logique-là, c'est de se dire finalement, je tourne 7 fois ma langue dans ma bouche avant de parler. Parce que premièrement, j'analyse est-ce que je suis légitime pour le faire. Deuxièmement, je m'assure que ce que je vais dire ne va pas blesser l'autre, mais va l'élever ou l'aider à résoudre la fameuse équation, que ça ne va pas nourrir mon ego, mais la cause qu'on est en train de soutenir et d'essayer de résoudre, et que ça va nous permettre d'améliorer notre relation et pas de l'altérer. Ça peut paraître bête, mais quand on converse, la logique de débat, elle n'est pas posée parce que personne ne pose les bases comme je suis en train de le faire aujourd'hui, et c'est pour ça que j'essaie de me faire le porteur de ce message, et on s'oppose systématiquement alors qu'en fait il y a plein de choses qui nous rassemblent. Et c'est le dernier point. Le cinquième, c'est que j'aimerais, quand je converse avec les gens, et notamment de façon objective, qu'on soit en train de résoudre l'équation ensemble. C'est-à-dire qu'on est l'un à côté de l'autre, on n'est pas l'un en face de l'autre, parce qu'en fait on n'est pas dans cette espèce de mécanique qui est à la mode en ce moment, du débat, confrontation, dans lequel les gens ne trouvent de valeur que dans la réfutation du propos de l'adversaire, et non pas dans l'approbation. Quand je demande aux gens, est-ce que tu as envie d'être en bonne santé? En principe. Ouais. Est-ce que tu veux être heureux? Ça va. Est-ce que tu as envie de voir que le monde brûler? Bof. Non. T'as envie que les gens y crèvent autour de toi? Non. Bon, non. moyen. Vous voyez, et en fait, vous êtes tous pareils. Donc vous avez vu, il y a plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent. Et donc finalement... Faudrait être un psychopathe quand même pour répondre là. Bah c'est ça. À part un sociopathe, personne ne répondrait ça, tu vois. Et on est plutôt des gens sains d'esprit. Mais du coup, on est bel et bien sur chaque sujet, chaque thématique, devant une équation qui a plusieurs facteurs. Et notre but, c'est de la résoudre pour essayer d'avancer, pas pour enfiler des perles, ou enculer les bouches au vol, on a le droit de parler un peu... Oh ouais, quand ici. même, parce Voilà. que je me suis dit, Voilà. où s'arrête le... Non, ça s'arrête pas ici. Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas là pour ça, on est là pour que ce soit utile. C'est le problème dans la notion d'élévation du niveau de conscience, ou du terme galvaudé de développement personnel, c'est qu'en fait, souvent, voilà, les gens rentrent dans un blabla permanent qui n'aboutit à rien. Moi, le but, c'est que vous ressortiez de là, d'abord rien qu'avec cette mécanique, j'espère que vous avez déjà gagné quelque chose, mais peut-être que vous allez l'utiliser au quotidien, et que sur la thématique que nous allons adresser, ça vous aide pour votre gestion de votre vie perso ou professionnelle. Voilà les 5 éléments. Tu peux répéter parce que j'ai pas tout. Alors évidemment, on en avait parlé juste avant, l'introduction est un peu longue puisque c'est la première, et il est opportun que vous compreniez ce qui se passe. Sur les prochaines, je ferai le raccourci de permettre aux gens juste de l'entendre et de le prendre pour acquis, mais au moins vous savez les éléments qui sont des prérequis pour moi à ces conversations. Est-ce que ça te paraît cohérent? Est-ce que l'approche te plaît? J'y vais. Top, il est partant. Alors on va parler aujourd'hui d'un sujet que j'ai nommé cache diplomate. Okay. C'est la première conversation objective que je voulais mettre sur la table parce que j'estime que quand on a, et tous les deux on a ce point-là, une expérience de vie dans laquelle on a vu du monde et partagé des infos avec du monde, tant parce qu'on les a écoutés que parce qu'on a enseigné, on développe une lecture un peu matrix de la chose. Ouais. On a des datas personnelles, souvent les gens me parlent d'études scientifiques, des études de l'INSEE qui ont appelé 1200 personnes n'ont pas plus de valeur que quelqu'un comme moi qui rencontrait ce nombre d'individus dans 45 jours, liés les uns aux autres. C'est pas plus ou moins valeureux, mais moi je valorise l'expérience personnelle en tout cas, parce qu'on a des éléments dans la tête qui nous permettent de faire certaines statistiques, qui nous permettent de prendre certains raccourcis. Alors ça n'a pas de valeur scientifique ce qu'on va dire, on a l'humilité de le dire, mais il y a une certaine expérience derrière qui est très atypique chez Yann comme elle l'est chez moi, on se connaît déjà donc j'ai pas à vous la répéter, et du coup je voulais qu'on parle de ça. Parce que quand on observe des réalités sur les gens, sur les êtres humains, on est vite déçu. On voit, et moi je l'ai observé avec les années, qu'ils ne sont souvent pas fiables. Que 95% du temps, ils n'exécutent pas sur la base de ce qu'on leur enseigne ou ce qu'on leur dit. Donc ça a peu de valeur. Que les gens ne sont pas très honnêtes, voire même mentent souvent. Peut-être des micro-mensonges, mais des choses qui sont démonstratives du fait que, à l'échelle, ils vont faire encore plus sur des choses importantes, etc., etc. Et on peut être assez cynique quand on a nos expériences de vie. Et finalement, on a un peu deux postures dans le rapport pédagogique ou le rapport aux autres. Soit on développe une protection, peut-être je ne sais pas comment on l'appelle, en tout cas un état d'esprit dans lequel on est relativement cash, on ne perd pas trop de temps, on est pragmatique et on est moins idéaliste.
Ou alors on a peut-être un peu plus de diplomatie, j'ai mis ce mot-là, mais il regroupe quoi? Il regroupe un rapport à la patience, à une certaine forme de pédagogie insistante et idéaliste. Et tu sais que je pense qu'on a chacun un peu des deux. Tous les êtres humains ne sont pas ou tout ou rien, et je dirais que assez aisément on peut conclure que tu as un peu plus de côté cash, que j'ai un peu plus de côté diplomate, mais par contre on a les deux. C'est-à-dire que l'un comme l'autre, je le vois quand toi tu es dans un contexte où tu observes que des gens, même au sein de l'entreprise, etc., ne sont pas à l'aise ou sont pas bien, tu vas être plus diplomate parce que tu sais t'adapter. Par contre, à d'autres moments, tu sais que le raccourci et dire écoute, là tu dis de la merde, ça sert à rien, il est utile parce que tu as l'expérience a priori pour le conclure. Pourquoi je voulais amener ce sujet sur la table? Parce que dans les relations sociales et notamment professionnelles pour les entrepreneurs qui nous écoutent, mais pas que, les gens souvent n'arrivent pas à identifier le réel par rapport à ce que sont les gens. Et je pense qu'on a besoin de mettre des claques de réel en 2022, on a besoin de se ramener aux choses telles qu'elles sont et de ne pas être dans un espèce de fantasme de ce que l'on est ou de ce que les gens qui nous écoutent sont. Qu'est-ce que toi, avec ton expérience, après cette longue intro mais qui était nécessaire pour donner du contexte, j'ai peur de la question. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Comment tu as vu évoluer ton rapport aux gens? Est-ce que, par exemple, tu as perdu en patience avec le temps? Est-ce que tu as choisi personnellement de prendre des raccourcis? Comment tu te positionnes aujourd'hui versus avant? On parle vie générale, on parle que de l'accompagnement qu'on fait avec les gens, on parle réseaux sociaux, YouTube, on parle quoi? Opinion, vie générale, et on va resserrer, si tu veux, on fait un entonnoir. Okay. On part du général, et on arrive vers le spécifique. Ce sera plus simple. Moi, je pense que j'ai eu un mécanisme de protection qui s'est mis en place avec le temps. Parce que ce qu'on fait c'est dur et pas que ce que je fais moi c'est plus dur que n'importe qui, mais je pense que quand tu veux exceller, je mets des guillemets parce que je n'ai pas la prétention de dire que je suis le meilleur du monde, mais j'ai quand même par A plus B l'objectivité de dire que je suis plus avancé que plein de gens, donc forcément c'est une des définitions de tenter d'exceller. En tout cas, quand tu veux exceller quelque part, forcément il faut faire des sacrifices. Forcément, il faut charbonner, forcément, il faut se sortir les doigts. Forcément, il y a des gens que tu vas peut-être mettre de côté ou moins voir. Et donc, il y a un espèce de mécanisme de protection qui doit arriver à un moment, je pense. Un espèce de carapace, parce que sinon, tu vas écouter ta Jacqueline qui va te dire que c'est pas possible. Tu vas écouter tes parents légitimement qui vont avoir peur pour toi. Donc, vu qu'ils ont peur pour toi, ils essaient de te protéger. C'est légitime, mais toi, tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin d'aller péter des gueules. J'allais dire des culs, désolé, pardon. oui, on va dire des grands mots. Bon. Jurons, pas de problème. Tu as besoin d'aller péter des gueules sur le terrain. Tu n'as pas besoin que maman te dise attention, tu vois, c'est risqué, investis pas tout. Donc, tu es obligé de, voilà, moi en tout cas je l'ai géré comme ça, de mettre une espèce C'est intéressant cette lecture, tu as mis un cadre protecteur. Ouais, une espèce de bulle de protection autour de moi qui fait que j'ai peut-être été un petit peu moins à l'écoute de ce qu'avaient à dire les autres, et je me suis mis en mode bulldozer, genre écoute, c'est peut-être faux, c'est peut-être vrai, mais en tout cas j'y vais, je vais péter 2-3 murs et on verra ce qui se passe. Mais ça, il ne faut pas non plus être un bourrin débile tout le temps. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'activer, et puis il faut être capable d'activer le bouton. Bourrin, je pète des murs et des gueules. Et parfois, de le lâcher. C'est une parabole. Oui, bien sûr. et un peu de le lâcher, tu vois. D'accord. Activer, désactiver quand c'est nécessaire. C'est ça. Donc, c'est un peu ma vision de façon générale. Et je pense que le côté cash permet. Alors, ça te sert et ça te dessert. C'est-à-dire que, encore hier, j'étais dans une réunion avec des gens peut-être un peu guindés, tu vois, un peu des avocats, etc. Et c'est vrai qu'au début. Alors, par contre, il y a un truc que je fais toujours, c'est que j'écoute. C'est-à-dire que. C'est vrai. Je ferme ma gueule. Systématiquement. Ouais. J'écoute tout ce que tu as à dire. Mon cerveau travaille. Souvent en réunion, quand il y a plein de gens, je laisse parler pendant un grand moment et après j'interviens. Et suivant comment j'interviens, voilà. Mais tu vois, dans le contexte d'hier, quand j'interviens avec des gens un peu gadés, galvaudés, un peu cash, sans être brut, sans être un gros con, mais genre en posant les trucs, non. Parce que, tu vois, parfois, tu vas te laisser happer par le statut de la personne. Je veux dire, l'avocat hier, qui est genre le top of the pop of the France dans son domaine, tu as envie de l'écouter et dire d'accord monsieur. Mais sauf qu'il n'a pas tout le contexte. Nous, ce qu'on veut faire, c'est exactement ça. Et lui, ce qu'il a compris, c'est ça. Et en plus, on est en train de perdre du temps. Là. Ça fait 20 minutes qu'on parle d'un... Donc, au moment, il faut recadrer et dire non. Tac, 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 bouffe. Et donc ça, il faut être capable de l'activer, mais tu peux pas faire ça pendant 45 minutes parce que sinon il va dire mais c'est complètement taré celui-là, tu vois. Voilà, donc je pense que cette activation-désactivation entre diplomatie et cash, il faut l'avoir. Je pense que la plupart des gens, moi j'ai pas de problème à être cash, j'ai plutôt du mal à être diplomate. Ouais, mais je pense que je l'ai mis sur la table. Je pense que la plupart des gens ont beaucoup plus de facilité à être diplomate et du mal à être cash. C'est vrai, et du coup c'est un défaut de l'autre côté. Et je pense qu'il faut travailler du coup pour la plupart des gens cette capacité à être cash. C'est ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que moi je l'observe au quotidien, j'ai même tendance à étonner les gens
gens parce que je suis relativement diplomatique globalement, parce que dans la pédagogie, la contextualisation et l'empathie, c'est un trait de ma personnalité. Mais par contre, il y a des moments, et quand c'est opportun, où je suis extrêmement cash et les gens sont un peu surpris. Tu sais, en mode... tu sais, ça les sidère un peu, ils n'ont pas cette attente, parce qu'il y a des moments où c'est fondamental. Et j'ai appris à faire ça. J'ai appris à le faire parce que le problème, c'est que si tu ne prends pas ce raccourci alors que toi, tu as l'expérience humaine d'eux, en fait, tu entretiens une espèce d'ambiance, et c'est un peu le timing d'aujourd'hui, un peu bisounours, dans laquelle, tu vois, il y a un ventre mou, là, dans lequel on a le droit d'affirmer rien, dans lequel on n'a pas le droit d'être un peu punchy, on peut plus nommer les choses, on en est là aujourd'hui. Et en fait, si tu veux, je voulais pas tomber, moi, dans un excès de diplomatie bête et de mettre des formes toutes les 2 minutes quand ça n'est pas nécessaire. Quand c'est dans un rapport pédagogique, je le fais, parce que je veux pas que les gens se méprennent, et tu le fais aussi. Quand il fait des vidéos sur les mots d'investissement, tu mets des disclaimers, tu rappelles que la vie, c'est pas facile, voilà, on est obligé de rappeler maintenant, ne mets pas ton bébé dans le micro-ondes. Voilà, on en est là, on est obligé de dire aux gens, ne mets pas de tapis sur un seul actif, ne mets pas tout ton argent sur une seule action, sur un seul immeuble, enfin bref, ça paraît logique et pourtant. Et donc, tu le fais quand même. Et je pense que le point de départ est intéressant, l'équilibre. C'est-à-dire que là, déjà, toi, tu as une manière de le gérer assez équilibrée et dans lequel tu utilises une certaine forme de patience un peu plus large à certains moments. Ouais, mais si je peux me permettre, je pense, tu vois, je suis diplomate. Je pense qu'il faut aussi assumer, parfois, de ne pas être parfait, parce que je suis loin d'être parfait. Non, sa personnalité. Et sa personnalité, en effet. Et moi, j'ai très conscient que je suis quelqu'un de plus cash, de façon générale. J'ai très conscient aussi que j'ai un ton qui diffère peut-être de plein de gens, et notamment sur ma thématique. C'est vrai que si tu n'as jamais vu mes vidéos... Allez-y d'ailleurs. Normalement, un mec qui parle de finance, tu t'attends à voir un peu un mec en costard-cravate qui va pas dire de gros mots, etc. Moi, je tutoie les gens. Quand j'ai envie de prendre un raccourci, je le prends. Et donc, forcément, tu as aussi c'est un avantage et un inconvénient la plupart du temps, parce qu'au début, les gens vont se dire il est chelou ce gars, mais aussi un avantage parce que les gens vont se dire mais il est pas comme les autres, et du coup, peut-être qu'il faut creuser. Je suis totalement d'accord avec toi. Parce que notamment, moi, dans les vidéos, j'ai une certaine forme d'expression, et comme je contextualise beaucoup, qui fait que je mets des formes. Mais elles sont relativement fermes, elles ont une forme de brutalité. C'est vrai. Et toi, tu arrives à être... Voilà. Ça, c'est vrai. Toi, tu arrives à être extrêmement brut en ayant l'impression que tu nous fais un câlin. Je le prends comme un compliment. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est un truc qui travaille avec les peuples, avec les années, parce que pour le coup, moi, ça m'a desservi de l'autre côté. L'excès de... j'aime les gens, donc j'ai une forme d'idéalisme. Et l'excès de pédagogie et de diplomatie m'a desservi aussi de l'autre côté, tu vois. Parce que même dans des situations de vie normales, et encore aujourd'hui, mais je le travaille, je vais avoir besoin de poser, tu vois, des contextes sur les sujets. Je n'aime pas trop les raccourcis bruts de pomme dans les relations humaines, parce que je sais souvent que ça conduit à des mécompréhensions. Et comme j'ai un cerveau qui fonctionne ce qu'on appelle en mind map, c'est-à-dire il se passe un truc, je vois les 3 d'après qui font 3 possibilités, chacun ça fait 9 et ainsi de suite. En fait, j'extrapole systématiquement, et donc je ne peux pas avoir souvent de la légèreté sur certains sujets. Je me force maintenant, tu vois, à être cash, à prendre des raccourcis sur des thématiques. C'est marrant, c'est exactement l'inverse pour moi. Voilà, tu vois. Et moi, étant donné que j'extrapole, j'ai beaucoup de mal. Mais alors, j'ai le même esprit mind map. Vraiment, ça me correspond. Il y a un mot qui me correspond à mon cerveau, c'est ça. Mais par contre, c'est l'inverse. J'ai tendance à être trop direct sur la première approche. Parce que tu vois déjà la conclusion et tu n'as pas envie de perdre du temps. Ouais, exactement. Et du coup, je travaille à être plus nuancé. Parce que parfois tu rates des trucs, ou parfois juste c'était pas le bon timing, et parfois voilà, faut trouver l'équilibre. C'est hyper intéressant parce que tu vois, du coup on a le même truc mais la manière un peu différente de l'amener. Moi je vais du coup m'armer d'une énorme pédagogie, mais vraiment pas sur des sujets tout petits, je le fais plus maintenant, mais tu vois, sur des thématiques de vie quotidienne, familiale, relationnelle, là où tu vas toi dire attends, on va se flinguer, tu vois bien que ça va amener dans le mur, on va s'embrouiller, c'est de la merde, tu vois. Ou moi je vais dire alors je t'explique, là j'observe qu'il y a ça dans ta vie il y a 10 ans et c'est pas, tu vois, en fait, le mur est fait en briques, mais peut-être si on arrive on peut le slider. Mais c'est passionnant parce qu'en fait il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, et justement d'où le nom de la vidéo Cash Diplomate, parce qu'en vérité chacun incarne de côté, pas à 100 et à 0, mais à 60-40 et à certains moments, et c'est intéressant de voir qu'est-ce que ça représente pour nous. Tu as parlé tout à l'heure de protection, c'est vachement intéressant parce que moi, on me demande souvent pourquoi je fais des vidéos, pourquoi j'écris des bouquins. C'est un exutoire, c'est un soin, c'est une thérapie. Je fais ça parce que j'ai vu, c'est beaucoup, 200 personnes par semaine en moyenne, en tête à tête, par mois ça fait 800, par an ça fait 10 000 et pendant 10 ans. Mais j'ai vécu avant, j'ai vécu après. C'est énorme, en tête à tête. J'ai travaillé chez les gens, j'ai donné des conférences, les gens venaient me parler après, 3 par semaine. Mais toi, tu aimes les gens. Voilà, j'aime les gens. Tu aimes l'humain. C'est ça. Et tiens, on reviendra là-dessus après.
C'est très intéressant parce que je vois où tu veux aller. Et juste pour conclure là-dessus, ça m'a rendu un peu cynique de voir à quel point les gens sont pas fiables, à quel point les gens mentent, à quel point les gens... Moi j'ai vu tous les coulisses, j'ai vu des mecs me raconter, ils regardent pas les vidéos de toute façon, mais il y a des années, faire les beaux avec... Non, parce que je donnerai pas de nom, donc on ne devinera pas, mais faire les beaux avec leurs nanas, leurs femmes, leurs enfants, se la jouer grosse valeur. Je les amenais à un séminaire en Allemagne, le premier truc qu'ils faisaient, c'est d'aller voir des filles... des femmes de joie, tu vois ce que je veux dire, voilà. Et moi je n'y allais pas, alors j'étais célibataire, je dis pas que je suis un mec parfait, j'ai une vie et c'est pas le problème, mais en tout cas je n'aimais pas la démarche. D'abord j'étais focus sur le pro, et puis les accompagner tromper leurs femmes alors qu'après moi j'allais de chez eux pour entreprendre, c'était inconcevable pour moi. Donc quand j'ai commencé à comprendre les rouages de l'être humain, les mensonges, les trucs, des choses pas belles, alors dans l'entrepreneuriat d'autant plus, je me suis dit, si je perds mon idéalisme et ma confiance qu'il existe des gens, parce qu'il en existe, qui méritent qu'on les aide, entre guillemets, parce qu'ils auront une stimulation à faire, si je ne crois plus en ça, je pense que je sombre dans un état émotionnel très, très négatif et j'ai pas envie de ça. Donc en fait, mon exutoire, c'est parce que j'ai cette conviction de me dire je vais m'adresser aux peu de personnes parce que tout le monde ne saura pas l'entendre, aux peu de personnes qui le méritent, aux peu de personnes qui le comprennent, et ça me stimule, tu vois. Et alors évidemment comme tout, quand tu extrapoles ou que tu exacerbes ça, ça peut te poser problème. Moi j'essaye de le régler, on est plutôt pas mal maintenant, mais cet idéalisme est quand même là, en toile de fond, tu vois, je crois beaucoup en les gens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une lecture un peu différente là-dessus, parce que tout à fait différent. Parce que tu as fait des conclusions comme moi, et le pire c'est que c'est différent, malgré le fait qu'on fasse les mêmes conclusions. C'est juste que voilà, on a entre guillemets plus ou moins été brûlé par cette vie, par cette expérience, et plus ou moins de sensibilité. C'est un peu comme si une cigarette venait au bout de notre doigt. Si elle est à 5 cm pour moi, ça m'a brûlé mais pas trop. Si elle s'est écrasée sur ton doigt, peut-être que ta lecture est c'est chaud, virgule, du coup je sens plus rien. Donc comment tu le... J'aimerais bien ta lecture là-dessus, tranquillement énoncée, hein, t'es pas obligé ouais. Après, en début de vidéo, tu as parlé d'un concept qui me parle beaucoup, qui s'appelle le cadre de référence. Tu l'as pas présenté comme ça, mais en gros, c'est-à-dire que... C'est tout le sujet de mon deuxième livre. Ok. C'est thématique. Putain, je ne savais pas, c'est fou. C'est ça. Toutes les expériences que tu as vécues dans ta vie contribuent à créer un cadre de référence autour de toi. Il y a des choses dans lesquelles, quand tu es à l'intérieur de ce cadre, tu es relativement tranquille, il n'y a pas de souci. Puis quand tu commences à sortir, tu es hors de ta zone de confort et tu es aussi hors de situations que tu peux maîtriser, auquel tu as déjà été confronté, donc tu es dans une période de doute, etc. Moi, mon cadre de référence, c'est aussi mon passé, forcément comme tout le monde. Et moi, j'ai un passé, je ne vais pas parler au début en présentation, j'ai été pompier professionnel pendant un petit bout de temps, ça a été un peu ma première vie, entre guillemets, et donc j'ai beaucoup moins foi en l'humanité que toi. Ouais, parce que comme les flics, comme plein de métiers un peu au contact de la population, et peut-être parfois la strate la plus dans la merde de la population, forcément... Tu vois plein de trucs qui font que, sans aller dans le gore, etc., dans le sensationnel, non, sûr, mais je parle en termes de détresse, en termes de vie quotidienne, en termes d'aller bosser dans les cités, d'aller bosser dans les, je sais pas, d'aller ramasser une femme que son mec a tabassé, ou ce genre de choses, tu vois. Forcément, ça te fait perdre foi. Ça te fait un peu perdre foi. Je dis pas que j'ai perdu foi non plus, tu sais, je suis pas en mode... Non, voilà. Sinon tu serais pas dans l'éducation. Donc, ouais, voilà. Complètement. Donc il y a cette première chose. Moi, mon cadre de référence, il a ce passé-là, je peux pas y faire... Voilà, c'est comme ça, c'est mon passé. Après, je pense qu'il y a aussi, je sais pas si tu es d'accord avec ça, je sais pas si c'est pour tout le monde, mais moi, ce que j'identifie, c'est que moi, je suis quelqu'un de plutôt solitaire. Et j'ai pas spécialement besoin d'être avec des gens. C'est pas que j'aime pas ça, c'est pas que je suis pas content quand je le fais, je suis très content de voir des amis, de faire des trucs, mais j'en ai pas besoin. Il y a des gens qui ont besoin d'être avec des gens, sinon ils sont pas bien, ils sont en dépression, ils sont pas bien, tu sais. Ça, c'est pas bon signe, moi je suis un peu comme toi, à la base. Après, donc moi, il y a ce côté solitaire qui fait aussi que finalement, au bout d'un moment, si je fais un raccourci énorme, bah, si tu m'aimes bien, tant mieux. Si tu m'aimes pas, j'en ai rien à carrer, je suis bien tout seul. Donc forcément, ça m'aide aussi. Ah oui, à avoir cette logique. Et c'est hyper intéressant ça. Parce qu'en vérité, c'est aussi ce que j'encourage les gens à faire. On est une société individualiste et on prend le problème à l'envers. En mode, c'est pas bien l'individualisme, etc. Alors moi, je pense tout le contraire. Étant donné qu'on est très individualiste, c'est un fait. Travaillons l'individu et réapprenons-lui à s'agglomérer en communauté, mais ça part de l'individu. Je pense qu'on le fait à l'envers. C'est-à-dire qu'on essaie de mettre des pressions communautaires sur l'individu et d'oublier que la responsabilité, elle est là. Moi, aujourd'hui, par rapport à cette thématique-là, je vois des gens qui sont, tu vois, qui discutent avec moi, qui viennent à moi, etc. Je suis déçu. J'observe en effet que ma foi baisse, que j'ai moins confiance, mais j'ai ce truc de me dire, je peux peut-être, tu vois, je peux le sauver. Ouais, tu vois, voilà, exactement. Ouais. Et c'est un peu ce qui m'anime. Mais pour le coup, je comprends ta conclusion et ta perte de foi, elle est intéressante parce qu'elle démontre plein de choses du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et je pense que tu as des gens qui peuvent se ressentir dans les constats complètement. Fait, tu vois. C'est marrant ce que tu dis parce que moi, je la connais, ta vision, je la comprends de lui, je vais l'élever, je vais le sauver, je vais l'aider, je vais machin.
Moi, le fait que je sois dans l'éducation, parce que bottom line, c'est aussi ça qu'on fait, C'est ça. C'est pour me rapprocher de gens comme moi. C'est pas pour sauver des gens, même si peut-être des fois, d'ailleurs, je posais la question une fois sur un podcast, machin, est-ce qu'on peut sauver tout le monde? Et je pense qu'on peut pas sauver tout le monde. Il y a des gens qui ne veulent pas être sauvés, il y a des gens qui sont pas capables d'être sauvés, il y a des gens, voilà, bref, c'est un autre sujet. Et donc moi, le côté éducatif, c'est pour me rapprocher de gens comme moi. Même s'ils ne savent pas encore qu'ils sont comme moi, ou qu'ils le sauront plus tard, ou qu'en twistant un peu et en leur donnant ce qui leur manque dans leur cerveau, ils sont déjà comme moi, mais ils n'ont pas encore atteint là où ils veulent être en termes de résultats. Mais ça me permet de créer une communauté, en fait. C'est l'aspect un peu communautaire. Ouais, c'est vachement intéressant. Parce que la digression que je faisais sur le rapport individu, c'était le fait de dire apprends à être autonome et à t'aimer toi-même et à pas dépendre des autres. C'est comme le coup de la relation de couple. Je le vois d'ailleurs, moi c'est très contextuel d'en parler, mais je vois comment j'ai développé un tel niveau de cohérence avec moi-même que les relations sont vraiment un ajout et je les vis passionnément en plus, c'est-à-dire que je suis vraiment entier. Je dis toujours j'aime pas à demi-mot et je vais pas me retenir parce que tu comprends, il faut pas... Non, je t'aime, je suis là. Par contre, je l'observe quand il y a des points de rupture ou quand il y a des décisions à prendre, ça a paradoxalement de moins en moins d'impact sur moi et je suis très content quand je dis paradoxalement à mon engagement et à ma passion vis-à-vis de la relation, par exemple, amicale, relationnelle, professionnelle, couple, quand elle se rompt, quand elle a à se rompre. À l'époque, ça m'atteignait pendant des lustres. Aujourd'hui, ça m'atteint quasiment plus. Et pourquoi? Parce que j'ai réussi à travailler l'individu que je suis et non pas dépendant d'une collectivité. Donc ce point-là, il est intéressant parce qu'encore une fois, la dépendance aux autres, la dépendance à l'approbation de la plèbe est souvent corrélée au fait que les gens ne se nourrissent pas d'eux-mêmes, ne sont pas assez stables eux-mêmes, donc ils ont besoin comme ça, tu sais, de s'identifier à des gens. Là où toi, tu as développé une confiance en toi importante et une conscience de toi cohérente et que ta vie elle est cohérente, t'as pas besoin de l'approbation de la plèbe. Elle est un plus, mais elle n'est pas un fondement. Et je pense que pour le coup, tout le monde devrait gagner ça, parce qu'on a la même lecture. La seule petite différence, il est vrai que quand moi je ferme les yeux et que j'imagine des loisirs ou des moments de vie où tu me dis demain, dès que tu me dis par exemple, tu sais, cet exercice, si demain tu gagnes 150 millions d'euros loto, tu fais quoi? J'appelle Yann et je fais des allocations intelligentes, j'investis. Hein, chez Green Bull, on a tout ce qu'il faut, donc c'est parfait. Moi, j'écoute les gens bons et je me forme. Mais au-delà de ça, je ne pense qu'à des choses collégiales. À ce que je vais pouvoir offrir, pas forcément que matériellement, mais même comme expérience, donner du soutien à ma mère, ma soeur, ma nièce, etc., mes amis. Je m'imagine, tu vois, autour de moi, tu sais que j'adore quand on fait des petits barbecues, etc., on est tous entre nous, j'adore ces moments-là, parce que c'est ce qui, moi, me plaît socialement. Tu vois, d'ailleurs, je n'ai pas trop de plaisir égoïste. Tu vois, par exemple, et j'ai compris pourquoi, par exemple, j'étais pas, tu vois, les voitures, j'ai pas trop d'appétence pour ces trucs-là, et je comprenais pas pourquoi. Je me dis, t'es pas un mec normal, qu'est-ce que t'as? Parce que mine de rien, c'est quand même cool, j'adore les voitures, c'est pas la question, mais tu vois, ça me drive pas de ouf. C'est pas dans ma dream truc, parce que, en fait, c'est trop solo. Tu vois, ça se partage pas. Donc par contre, la petite différence qu'on a, c'est que moi j'ai un rapport très... Si je peux être dans la bagnole avec 10 personnes et on kiffe tous ensemble, c'est bon. Si je suis solo, je n'arrive pas à en retirer un plaisir. Tu vois. Je comprends. Je sais que c'est bizarre, en tout cas c'est singulier, mais voilà, c'est intéressant d'avoir cette lecture puisque je pense que tu as parlé de conditionnement, je parle des briques qui nous constituent, c'est pareil, c'est le cadre de référence. Ça m'a conduit là. Toi aujourd'hui, ça te conduit à un équilibre différent mais quand même complémentaire. Et le point, il est de la conviction qu'on a par rapport aux gens. Et c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que tu as retiré de l'être humain puisque maintenant on resserre un petit peu l'entonnoir, dans sa capacité à passer à l'action, sa capacité pragmatique à faire ce qu'il dit, par exemple, toutes ces notions de passage à l'action. Puisqu'on est quand même en 2022, on vient de tourner juste avant, elle sera sur ta chaîne, je vous invite à aller la regarder d'ailleurs, une vidéo de réponse aux questions des gens sur les résolutions de passage à l'action. Beaucoup digressé, c'était une super conversation. Mais qu'est-ce que tu en penses concrètement? Parce que si on est objectif, on se rend bien compte qu'il y a des réalités, que les gens ne peuvent souvent pas être ce qu'ils veulent être. Il y a une différence entre ce que je veux être et ce que je peux être, on parle souvent. Qu'est-ce que toi t'en penses de façon pragmatique, que les gens entendent des réalités? Et moi le premier, je pense que l'être humain, c'est un master procrastinateur, c'est un flemmard, c'est quelqu'un qui se ment à lui-même plus qu'aux autres même, je pense. Et ouais, non, je pense qu'on n'est pas tous autant qu'on est des grands performeurs. C'est juste que certains vont performer très bien sur un point précis et donc vont inspirer d'autres sur les points qui leur manquent. Tu vois, typiquement, moi, je peux inspirer plein de gens sur le côté entrepreneur, investisseur, etc. Mais plein de gens peuvent m'inspirer sur des côtés qui me manquent, où ils sont 100 fois meilleurs que moi. Ça peut être dans le sport, ça peut être dans n'importe quoi, tu vois. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, étant donné que tout va très vite, réseaux sociaux, machin, Internet, t'as l'impression qu'il faut être parfait.
tu vois, genre les photos Insta et tout, t'as l'impression qu'il faut être parfait dans toutes les cases et qu'une vie réussie, c'est le cliché parfait du petit couple avec le bébé parfait qui est super joli, puis le mec a sa boîte parfaite avec ses salariés parfaits. Et puis voilà, et puis derrière, il y a la petite maison parfaite, et puis la vie parfaite, et puis la belle-mère parfaite, etc. Alors que non, pas du tout. En tout cas, si ça existe, c'est pas chez moi. Je pense que il faut faire des choix et que c'est la dure loi de la jungle et qu'il faut vider un vase pour en remplir un autre. Que la quantité d'eau est limitée dans la vie et voilà. Donc ça fait comme ça. Exactement. Oui. Donc l'être humain, je pense. Enfin, moi, je suis un flemmard. Hein. C'est-à-dire que de fond, je suis un flemmard. Je suis quelqu'un qui a la flemme. Je suis pareil. Ça peut étonner les gens qu'on dise ça. Et pourtant, c'est juste qu'on est drivé. Ouais, c'est ça. C'est que quand il faut que je fasse un truc, c'est soit bon, je garde ma flemme et je le fais pas et j'échoue. Ça arrive, normal. Ou soit j'arrive à me faire assez mal ou confiance ou trouver des moyens détournés où j'ai plus le choix aussi, le dernier moment ça marche bien, et j'y vais. Et c'est pas pour ça que ça me fait pas mal, je suis pas magique quoi. Je veux dire, faire 50 visites, 100 visites, 20 banques, ça m'amuse pas. Écrire un bouquin, c'est chiant. Faire des vidéos des jours où j'ai pas envie, ça m'a saoulé. Voilà, et pourtant je le fais. Pourtant tu le fais. C'est intéressant cette lecture que tu as là, parce que du coup tu as adapté... t'es devenu de plus en plus pragmatique avec le temps, tu es conscient de toi-même et c'est bien aussi que tu aies débunké le fait qu'on ne peut pas être bon ou parfait dans tout, qu'on a aussi notre personnalité. Ouais. Et que c'est comme ça. Maintenant, c'est vrai que développer un certain pragmatisme à l'égard des gens qui nous entourent, c'est d'abord se connaître soi, ensuite connaître les autres, et in fine connaître un peu le monde qui nous entoure. Ça nous permet d'éviter de se raconter une histoire qui n'est pas la bonne. Le problème, quand on est dans, notamment comme nous, l'éducation au partage, c'est qu'on va vendre une théorie d'accompagnement, par exemple, tu vois, auquel n'importe qui va adhérer de façon universelle et systématique, alors que sa réalité, elle est singulière. Et ça, c'est dangereux. Le problème, c'est qu'on ne peut pas l'adresser. Donc on met des disclaimers, on explique, mais les gens ont toujours leur interprétation. Et on sait, nous, parce qu'on a les datas, que dans tout, la majorité des gens ne font pas ce qu'ils disent. Alors, paradoxe, très étonnant, parce que j'ai eu plus de 2000 maintenant de nos clients au téléphone ces 2 dernières années, ou en Zoom ou en interaction, donc parce que je les ai accompagnés à entreprendre à nos côtés, soit à travers notre système clé en main partner, soit à travers notre système campus, et ça a été intéressant parce que j'ai vu par exemple sur l'IMO que la statistique elle a été incroyablement démontée, c'est-à-dire que d'habitude tu as 20% des gens qui achètent une formation, ils font quelque chose, on est sur du 90% d'action, et encore je suis même bas, les gens font, je suis très étonné, face à l'action, achètent. Donc par contre ce qui est bien, c'est que dans ton rapport pédagogique, il y a peut-être quelque chose que tu as réussi à faire, au-delà du prix et tout, parce qu'il y a des gens qui achètent des trucs chers et qui font rien avec. C'est que la barrière à l'entrée, c'est pas ça. Il y a un truc qui a fait que, dans la pédagogie, le rapport à l'engagement, ça a attiré, c'est pour ça que je reviens sur ce que tu disais, d'attirer des gens qui te rejoignent un peu. Ça a attiré un type de personne à travers un message, à travers ta personnalité et à travers ta communication. Qui se raconte pas d'histoire. Qui se raconte pas d'histoire, qui est en mode je l'achète, je passe à l'action. Du coup, là ça te sert. Et en plus, le programme est structuré pour les faire passer à l'action aussi, parce que ce problème existe et on le constate tout le temps. De gens qui passent pas à l'action, de gens qui font de l'immobilier en démo, qui font n'importe quoi, qui vivent leur vie en démo. Donc on a mis. On peut en parler, mais on a mis dans le process le fait de faire passer les gens à l'action. Ça passe par les petits pas, ça passe par faire des petites actions avant de se poser des questions qui sont plus compliquées, etc. C'est intéressant, alors tu parles des petits pas et du côté mode démo. Le problème c'est que beaucoup de gens vivent leur vie en mode démo, sont en théorie d'ailleurs, sont des hyper consuméristes des contenus, des vidéos, des podcasts, des ci, des là, moi je les vois de partout, plus consommateurs qu'acteurs. On me demande souvent pourquoi tu publies pas sur Insta, etc. J'ai répondu, vous ne verrez que des publications que quand elles seront utiles aux gens et non pas narcissiques, déjà pour commencer, et deuxièmement parce que en vérité je veux être producteur et tu peux pas être partout. Donc je fais des vidéos, j'écris des bouquins, je produis, je veux pas être que consommateur. Et plus les années passent, moi ma mission par exemple, c'est de diminuer mon niveau de consommation et d'augmenter mon niveau de production. Parce que c'est ce qui permet un équilibre super sain et aussi d'être prolifique et d'avoir une vie stable, qu'elle soit humainement, relationnellement, spirituellement, financièrement, relationnellement, je vais pas tout lister. Et en fait, si tu veux, ce côté mode démo, il m'intéresse parce que toi qui as vu, tout comme moi, beaucoup de monde, qu'est-ce que tu observes chez les gens qui chaque année te disent qu'ils ont des résolutions, ils sont au taquet, ils sont à fond, qui veulent passer à l'action, obtenir des résultats? Quelle a été ta conclusion? Les triggers, c'est-à-dire les activateurs qui font qu'ils le font ou qu'ils ne le font pas. C'est quoi ton bilan que tu observes chez les gens de manière générale, histoire qu'ils ne se mentent pas, qu'ils ne se racontent pas une douce histoire? Le levier le plus efficace, c'est la douleur. Très intéressant, ok. Quelqu'un qui est dans une situation qui est plus tolérable passe à l'action. Ah bah, tu prêches convaincu, c'est mon histoire de Fred Astaire. Donc je dis c'est le levier le plus efficace, après il y en a d'autres, hein. Mais celui-là, il fonctionne. Donc quelqu'un qui est dans un boulot qui le tue
mais à un point, tu vois, burn-out où je vais tuer mon chef, tu vois, j'ai envie de le passer par la fenêtre, ou qui vit une injustice, ou qui a des problèmes financiers, ou qui s'est mis dans une situation, parfois même volontairement, douloureuse, et ça arrive, et il y a plein de gens, et on en parlait pas plus tard qu'à midi avec mon associé Guillaume qui s'est mis, pas plus tard que je crois c'était l'an dernier ou l'année d'avant, en mode, parce qu'il achetait une maison, etc., il aurait pu se loger en attendant, il fallait faire des travaux, je te la fais très courte, et au lieu de se loger dans un truc confortable, il s'est mis dans un tout petit truc à l'arrache avec toute sa famille, etc., pour rester dans l'inconfort, pour du coup être inconfortable, parce que il vivait avec un enfant à l'époque, dans une chambre d'hôtel, machin, relou, alors qu'il a largement les moyens de faire beaucoup mieux, mais comme ça, il restait dans l'inconfort, comme ça, les travaux avancent, comme ça, voilà, j'ai envie, j'ai une carotte au bout. Donc, soit je la subis, soit je me la crée, mais la douleur, c'est le lever le plus fort. Tu sais que je trouve ça magique que tu dises ça, parce que tu l'as déjà entendu plusieurs fois, mais parce que je la répète souvent, c'est aussi la fin de mon premier livre, je le clôture comme ça, et c'est l'histoire de Fred et Sam. T'as spoilé. Ouais, mais là on peut. Parce que Fred et Sam, elle est importante. Et en fait, tu sais que j'aime les paraboles, parce que c'est des figures rhétoriques qui sont utiles quand on veut soutenir un propos. Et alors là, ce que tu as dit, c'est l'exemple parfait de cette histoire-là. Et elle est très courte. Tu sais, c'est deux amis, comme nous là, qui sont en train de boire un petit cocktail jus de fruits un soir d'été, sont dans des rocking chairs confortables, tu vois. Et puis tu as le chien de Sam qui est là, et il est assis sur le palier de la porte, c'est sur le paillasson. Il fait que se dandiner, il fait que gémir dans tous les sens, il bouge, il aboie. Tu sais, à un moment donné, Fred il dit écoute Sam, pourquoi ton chien pourquoi il aboie et il casse les couilles, pourquoi il fait ça? Et en fait, là, le type le regarde, il dit écoute, c'est parce qu'il est assis sur un clou. Il est con ton chien. Fred regarde Sam, il dit il est con ton chien, pourquoi il se lève pas? Ce à quoi Sam répond c'est parce que ça fait pas encore assez mal. Et en fait, je la trouve magnifique cette phrase parce que tant que la douleur que tu ressens, elle n'est pas supérieure à la douleur du changement que provoquerait le changement, tu ne changeras pas. Tant que la douleur que tu ressens d'être le même n'est pas supérieure à la douleur que tu ressens, que tu projettes de changer, tu ne changeras pas. Tant que tu te supportes dans la glace par exemple, ben ça sera plus douloureux d'aller faire des abdos et d'aller courir ou de manger bien que ça ne le sera de te regarder dans la glace. Le jour où tu te supportes vraiment plus, et nous avons nous autres les êtres humains un seuil de tolérance très élevé, parce qu'on peut masquer, parce qu'on peut, tu vois, les vêtements, parce qu'il y a les photos, parce qu'il y a les filtres, etc. Tant que tu le supportes, tu ne changeras pas. Le jour où ça devient trop douloureux, tu t'assois sur ce putain de clou, tu as envie de te lever. Donc c'est, je pense, la parabole qui représente le plus ce que tu viens d'exprimer. Et c'est intéressant que tu nous conduises là parce que cette mise dans la douleur, elle est très opposée au côté très bisounours bienveillant qu'on entend de partout, de soyez alignés en phase avec les arbres. Il n'y a rien que je déteste plus que ça. C'est chiant parce qu'en fait, c'est l'inverse qu'on dit là. Ouais. L'inverse, c'est va te faire mal. Souffle, mets-toi dans les pires des conditions, mieux comme l'a fait Guillaume, mets-toi toi-même dedans. Tu te rappelles, là, moi en 2020, quand j'ai pris ma petite Golf là, qui m'avait coûté 3000 balles, tu sais, j'étais en mode, j'avais arrêté mon activité en décembre 2018. Pendant l'année 2019, j'ai vécu la pire année financière de ma vie parce que je l'ai choisi pour être cohérent. 2020, c'était une année de reconstruction, j'avais pris une petite bagnole qui valait rien et tout, j'avais appliqué tous nos conseils d'intelligence financière. Ça te met un coup d'humilité quand même. Tu sais, quand t'as un chauffage qui marche pas, t'as la clim qui marche pas l'été, t'es là, tu te balades, toute l'année c'était comme ça. Et puis à un moment donné, j'ai pris la décision pour mon confort, etc., de faire autre chose, mais tu vois, ça a été comme par palier. Mais c'est passé par cette phase-là. J'adore cette lecture et je pense que c'est un super bilan. Parce que ce côté un peu bullshit là, de non, la mode, expliquons aux gens que. Les câlins aux arbres. Non, ouais. En fait, le problème, c'est que c'est mignon, c'est beau. Mais en fait, ça prône le. Et c'est pareil. Prenez le petit côté, genre il faut être aligné avec toi-même, good vibes, et faire ta petite méditation, etc. En fait, c'est rester dans le confort. Parce que tu es en train d'ajouter du confort au confort. En gros, on t'explique qu'il faut que tu t'écoutes, que tu prennes le temps, que tu attendes que les réponses arrivent, machin, etc. Donc, tout ça t'empêche de sortir de ta zone de confort. Par expérience, en tout cas, la mienne et toutes celles des gens que j'ai pu accompagner et de ce que j'ai pu assister en tant que témoin, on va dire, les gens qui ont le plus de résultats, c'est les gens qui sortent de leur zone de confort parce qu'ils se sortent les doigts et ils y vont. Et c'est comme le mec qui c'est très bon exemple, le mec qui grossit, il se laisse grossir parce que il se trouve un peu dégueu, mais il se laisse grossir parce que voilà. Et un jour, putain, merde, c'est trop. Et les pertes de poids les plus violentes, c'est quand t'en as marre. C'est quand t'en as marre et t'y vas et ça fait des années que t'as voulu aller au sport, mais t'y allais un petit peu comme ça, etc. Voilà. Et puis un jour, t'étais vraiment tellement dégueulasse que ça y est, quoi. Ouais, tu t'es dit c'est fini. Et voilà. Et le problème
du petit yoga, du petit machin, c'est que c'est comme si je te disais, ok, bon, les M&M's, t'en manges juste un tout petit peu moins et tu vas grossir moins vite. C'est un petit peu la même idée. C'est très marrant ce que tu dis, parce que je fais un petit clin d'œil à mon ami Anthony qui m'a sollicité pour, d'ailleurs, il ouvre un podcast et il m'a demandé d'être son premier invité. Il est coach sportif et alors lui, ça l'exaspère parce qu'il y a une mode d'une diète qu'on appelle flexible. J'en suis le promoteur d'ailleurs, Ouais. le fait qu'on puisse apprendre à être flexible dans son rapport et pas trop radical. Mais en fait, il y a un mais qui est un prérequis que les gens ne comprennent pas. C'est mais, d'abord, il faut que tu passes par la putain de violence la plus trash de manger des cailloux. Je pour vois à qui tu réapprendre penses. à Enfin, maîtriser moi, je les pense à bases. une personne. Oui, voilà, à des gens. Mais maîtriser les bases, tu vois, parce que les gens sont nombreux à faire ça. Et une fois que tu maîtrises les bases de ça, là, tu peux avoir une alimentation flexible parce que tu as appris dans le dur. Mais Non, mais la petite croire que fit tu girl, peux- comme voilà. ça, super bien foutue, Voilà. etc., qui fait du sport depuis 10 ans et qui te dit ah, mais moi je suis flexible, regarde, je me fais une pizza le week-end. Et forcément. Oui, voilà ça. Ça fait 10 ans un que tu mé- charbonnes. t'as un certain métabolisme. Ton corps, il peut. Voilà. Et en fait, si tu veux, c'est le problème. Après, c'est vrai que là-dedans, j'ai une petite parenthèse sur le côté sortie de zone de confort. Je le dis ici, puisque les gens le savent, c'est un truc que je verbalise, mais c'est juste du verbe. Je parle plutôt d'extension plutôt que de sortie, mais pas parce que c'est mauvais. Souvent, les gens me mécomprennent. Il faut sortir. Mais les gens, quand ils entendent sortie de zone de confort, souvent, ils entendent je fais ce qui est contre mes intérêts, contre Oui. mes valeurs, Non. contre mon timing. Pas du tout. Non. C'est trouve ton sweet spot, par exemple. Son sweet spot, le mien, on est des communicants, je pense que c'est évident. On a un rapport à la pédagogie, on aime entreprendre, on est en mouvement. Eh bien, comment on va faire pour étendre nos actions et faire des trucs qui nous cassent un peu les pieds, qui nous challenge là-dedans? Mais c'est pas comment d'un coup il va faire des saltos et moi du violon. Tu vois ce que je veux dire? On est dans notre sweet spot et là on étend nos actions. C'est ça qu'on entend par sortie de zone de confort. Parce que souvent les gens se méprennent, ils disent j'aime pas parler mais je vais faire des vidéos sur YouTube. C'est malaisant, t'es ridicule. Non mais c'est naturellement pas pour toi. Tout le monde n'a pas la même élocution. Tu as des gens qui malheureusement ont, c'est con, mais des choses, dans du bonheur, ils ont un zozotement, un machin. C'est la vie, je suis désolé de dire que nous ne maîtrisons pas tout non plus. Pourtant je parle du contrôle des bases, mais ça c'est un impondérable, un inflexible, un élément génétique. Il y a des gens qui ont une voix qui est désagréable. Il y a des voix qui sont désagréables à entendre. On connaît. Voilà, non mais c'est vrai. Donc à un moment donné, il y a une Mais différence encore, entre je vais ce même qu'on te veut dire être et ces ce qu'on gens-là. peut être. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut trouver ton terrain. Fais autre chose, écris, tu vois, t'es pas obligé de... Je veux juste que les gens acceptent à un moment donné leurs limites, tout comme nous on les accepte. Je suis 1m70, je ne joue pas au basket, c'est terminé. Mais même le mec qui zozote, s'il est à l'aise et que ça l'anime et que ça rend quelque chose de propre, qu'il y aille, tu vois. Ah oui, bien sûr. C'est une Non, sortie mais- de zone de confort. Voilà, j'expliquais dans la Tu vois. mesure où c'est tellement physiologique et ancré que malaisant que la personne, à un moment donné, C'est pas- sûr. Il y a des gens, ils aiment pas parler. Non, mais ça, on est Tu vois. d'accord. C'est ça Voilà. l'important pour si, moi. Si t'aimes pas et que c'est Si pas t'aimes cohérent, pas, tu fais pas ne du te mal. force pas. Mais Voilà. par contre, si tu as une envie brûlante de le bah là, faire, fais-le. vas-y. Et même d'avoir un handicap, etc. Moi, je suis Fais-en plein une de gens force. sur Instagram qui ont des handicaps, notamment moteurs, lourds, etc., qui en ont fait une force de ouf. Voilà. Et qui, du coup, sont super inspirants. Parce que ça les motive, tu vois, je pense à Bionic Body par exemple, Mhm. le mec, il s'est fait couper les deux jambes, tu sais, moi j'ai un père qui est amputé donc ça me touche. Ce mec il est incroyable, mais parce que lui, c'est pas une question d'apitoiement ou de capacité, Non. c'est comme ça. Il a C'est dit- venu, il a dit bah moi je fais Voilà, ça. j'y vais. Et malgré les difficultés, moi ce qui ne me plaît pas, c'est quand des gens ne sont pas assez conscients d'eux-mêmes, que ça ne leur plaît pas, qu'ils aiment pas ça, ils ont le droit. Non, mais suivez une recette vois. toute faite. On Et leur a suivez- dit, il faut faire des voilà. vidéos, ils font des Ils vont vidéos. faire des vidéos. Non, je suis Mhm. désolé, tu peux faire des podcasts. Il y a des gens, là, je suis pas à l'aise à me voir en vidéo. Pourquoi tu n'enregistres pas du son? C'est vrai finalement. Tu vois, quand tu n'es pas à l'aise, il y a plein de manières. Et c'est ce vers quoi moi j'amène les gens, parce que le constat il est ici. Alors on a digressé, mais c'est intéressant sur cette conversation. J'aimerais qu'on termine l'entonnoir, si tu le veux bien, par l'aspect marketing, puisque les réseaux sociaux, la vente, le business, on est quand même ici chez Green Bull des entrepreneurs. On a aussi des résultats qui sont intéressants. On market bien, Ouais. on met en avant. Sûr? Plus ou moins adroitement, parfois c'est compris, parfois c'est mécompris, on s'en fout. On a même vécu des épisodes marrants où tu sais, les gens prennent des raccourcis incroyables. Quand toi tu testes, quand tu itères, bah oui, nous on innove, on fait des choses, des fois on dit ah là on l'aurait fait autrement. Bon bref, c'est toujours intéressant. Mais en fait j'ai eu une conversation, je vais t'en parler, puis après tu vas me dire ce que toi t'en penses, Ok. avec Jérôme, Ok. un de nos amis et un des cofondateurs de Green Bull. On se connaît depuis 13 ans, donc en plus on a des discussions intéressantes d'amis qui ne sont pas des discussions que business. Et on parlait de ces notions de timer par exemple. Vous savez, quand on arrive sur une page de vente, il y a le timer qui vous dit la vente s'arrête demain, s'arrête dans une heure, s'arrête, etc. Et je disais, moi honnêtement, je veux qu'on arrête ça. Je suis, on en fait peu nous déjà, mais on n'est pas excessif là-dedans. Mais je dis voilà, je suis pas à l'aise avec ça, puisque toute la thématique de ma vie est d'élever le niveau de conscience des gens pour qu'ils se closent à dessein par leur choix personnel et pas parce que quelqu'un d'autre les a poussés. Et là, il m'a dit une chose qui m'a fait penser à une parabole que je vais vous partager et qui va m'amener à conduire Yann sur ce sujet, et ça m'intéresse beaucoup de savoir ce qu'il en pense. Le truc qu'il m'a dit Dompé, on a essayé des pages sans ça. On met une page de vente sur un produit, il n'y a pas de timer.
on a par exemple 3% des gens qui convertissent. Sur 100 visiteurs, 3 acheteurs. On appelle ça un taux de conversion de 3%. Il me dit quand on met le timer, on a 21%, 7 fois plus. C'est un exemple complètement anecdotique qui n'est pas valeur de réalité. Et il me dit alors qu'est-ce que tu en penses? Et là je lui ai dit alors dans ce cas, et c'est comme ça que j'aimerais qu'on apprenne à raisonner, puisque tu m'as démontré ça, moi je veux challenger l'intention derrière la forme, c'est-à-dire l'intention derrière l'usage de la stratégie et de la communication. Est-ce que nos produits sont bons? Est-ce qu'ils sont qualitatifs? Est-ce qu'ils sont sains? Ce à quoi il m'a répondu, c'est toi qui as parlé après de 2000 de nos clients, tu sais que les produits fracassent. Tu sais qu'ils sont contents, tu sais qu'ils sont honorés de les utiliser. C'est la vérité d'ailleurs, j'en veux pour preuve, ce sont nos affiliés, c'est-à-dire c'est eux qui font la promotion de produits et services tellement ils les aiment. Deuxièmement, ce sont nos investisseurs, c'est-à-dire que nous on a ouvert le capital mais qu'à des clients finalement ou à des gens qu'on connaît. Mieux que ça, ils investissent même dans des club deals immobiliers avec nous ou des club deals dans d'autres domaines. En ce moment, on va être dans le monde des médias, je dis ça pour être assez large, et donc ils investissent à nos côtés, on met de l'argent personnel et l'argent de l'entreprise en jeu. Et il m'a dit, tu vois que nos produits sont bons. Et c'est là où ça m'amène à la parabole qui va me conduire à te questionner. Dans le monde de l'aviation, quand on fait du parachute, il y a un truc qui est connu pour les gens qui sautent la première fois. C'est que tout le monde a un peu peur, un peu d'appréhension. C'est pas du tout une image qui est de moi, mais je la réutilise. Et en fait, au moment de sauter, même s'ils t'ont tout expliqué en théorie, etc., ils font un décompte. 5, 4, 3, 2, 1, etc. Et en vérité, ils te poussent à 3 ou à 2. Ils ne te poussent pas après 1. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'ils ont fait ça, ils ont observé que le mec tendait les bras pour se retenir dans l'avion. À chaque fois, c'est un réflexe humain. T'as pas envie de sauter dans le vide, personne ne fait ça. Donc s'ils font, et ils l'ont observé 5, 4, 3, 2, 1, 0, quand ils arrivent à 0, toi tu mets les mains. Donc en vérité, ils te poussent, ils disent 5, 4, 3, et à 3, ils te balancent dans le vide, et là c'est parti. Et c'est la distance que je voudrais qu'on évoque et que tu me dises, entre ce coup de pouce qu'on donne aux gens, parce qu'on sait que putain ils en ont besoin et qu'ils sont pas assez autonomes pour le faire, ils savent pas vraiment ce qui est bon pour eux, et le fait que, comme moi, on les estime assez pour les élever et leur dire, tu vas te développer pour savoir ce qui est bon pour toi. Il y a un équilibre qui est compliqué à trouver entre les deux. T'as 2 heures, dissertation philo au bac. Parce que ça me passionne. Je vais te poser une question. À quoi sert un couteau? Vas-y. Ça dépend, on peut couper des liens, on peut tuer quelqu'un, on peut manger avec. Exactement. J'utilise toujours cette image d'ailleurs pour dire que l'outil, c'est pour ça que je n'ai pas de problème avec le capital. Le capital est un outil transactionnel, c'est ce qu'on en fait le problème et l'intention derrière son accumulation. Tu l'as très bien dit, un couteau, ça sert à manger, à couper des trucs ou à tuer quelqu'un. Donc derrière un objet, ou une intention, ou peu importe, c'est ce qu'on en fait. Ah ouais, complètement. Donc déjà, pour moi, c'est la première base. C'est-à-dire qu'un outil marketing, au-delà de la réalité business, parce que quand même, parenthèse, il y a des réalités business. C'est-à-dire une promo, quand elle s'arrête à minuit, elle s'arrête à minuit. Oui. Le lendemain, elle n'est plus là. Une levée de fonds, quand elle ferme, elle ferme. Oui. Voilà. Donc, il y a aussi cette réalité-là. C'est-à-dire qu'à un moment, comme quand la route, quand elle est limitée à 90, bah, c'est pas 91. Ah, je me suis fait flasher, j'étais qu'à 91, j'ai pris une amende. Ben oui, mais bon, sinon, comment on fait? On se décale. Oui. Donc, il faut à un moment un stop. Il faut une règle. Il faut une règle. Donc ça, c'est la première chose, c'est une réalité business. Donc cette règle, maintenant, tu as deux choix. Soit tu le dis, soit tu le montres, soit tu le dis plus tu le montres, soit tu fais plus ou moins de pub autour. Maintenant, je reviens à mon couteau. Là où c'est dangereux, c'est d'utiliser le couteau pour tuer quelqu'un. Manger un steak, c'est pas trop dangereux, sauf pour le steak. Oui, ça c'est vrai. Donc... Coucou les vegans, je vous aime. Bien sûr. Passage. Ce qui me dérange dans toutes les tricks marketing, que ce soit le timer ou plein de choses, hein, la PNL, le machin, les façons de vendre, les couleurs, il y a des centaines de techniques, et je les ai beaucoup étudiées et j'en connais plein. C'est si tu l'utilises pour vendre des couteaux, si tu l'utilises pour vendre de la merde, pour t'enrichir autour de produits où tu vas niquer les gens, où tu ne reviendras plus jamais, de la merde, c'est de la merde, c'est nul, t'es un sale con. Ouais, c'est ça. Exactement. Si tu l'utilises pour vendre quelque chose qui aide les gens, qui élève les gens, quelque chose, t'as pas à rougir, tu seras encore là dans 5 ans, dans 10 ans, la boîte sera encore là, elle sera capable de continuer à garantir ses produits et les faire évoluer, etc. C'est déjà pas du tout la même histoire. Voilà. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, et on n'est pas parfait, ça nous arrive de faire des conneries, mais c'est de mettre en face la réalité business dont je parlais, c'est-à-dire à un moment, ça ferme. Avec l'éthique autour de tout ça, on sait que nos produits sont bons. Et Jérôme, c'est pas pour rien que c'est mon associé, c'est pas notre associé, c'est pas la moitié d'un con. Oui, c'est ça. J'ai adoré sa réflexion. Il t'a mis le doigt sur le truc. Donc, il y a une forme, c'est sûr qu'il ne faut pas le faire à chaque fois, il ne faut pas le faire comme un gros bourrin, il ne faut pas le faire comme des gens font et trichent avec le truc qui se remet à zéro. En vrai, ça te dit que ça s'arrête, puis ça ne s'arrête pas et ça repart. C'est carrément encore un autre problème. Donc voilà. Trouver l'équilibre comme ça. Il faut trouver l'équilibre, mais je ne pense pas qu'une technique marketing comme un couteau, elle sert à tuer. Par contre, en effet, il y a une réalité maintenant de tout ce qu'on a parlé avant. C'est que plein de gens ne passent pas à l'action. Ils ne savent pas comment. Ne savent pas quand, ne savent pas pourquoi, etc. Donc,
tu as plusieurs façons de le voir. Est-ce que c'est pas aussi les aider que de les presser un peu? Comme le parachute. Comme le parachute, parce que finalement, 100% des gens qui sautent en tandem, au début, ils veulent pas y aller ou ils ont peur, et puis quand ils sont en bas, ils se disent c'était un des meilleurs trucs de ma vie. Comme les gosses quand ils plongent. Comme les gosses quand ils plongent. Il faut les pousser la première fois, après ils passent l'après-midi à sauter. Mais c'est sûr qu'il faut une éthique derrière, il ne faut pas faire de la merde. Je pense que c'est vraiment ça. C'est l'éthique. Et c'est pour ça, je te remercie d'en parler et de soulever ce point. Parce qu'en vérité, les gens sont tellement binaires aujourd'hui, et cette chaîne, l'objectif, c'est que vous arrêtiez d'être binaire, multifactoriel. Vous vous rappelez, les prérequis du début, ils avaient un sens. Hein. C'est une équation multifactorielle qu'on résout là. On ne peut pas dire ils utilisent un outil marketing, ce sont des méchantes personnes. Ou ça c'est mal, ou ça c'est bien. Bah non. Parce qu'en fait, il y a des réalités psychologiques derrière, il y a des analyses, enfin, c'est hyper intéressant d'en parler. Et une fois qu'on les étudie et qu'on comprend, comme par exemple la captologie, c'est des trucs hyper intéressants, ça c'est la rétention des gens sur les réseaux sociaux, le pourquoi, comment, après le passage à l'action, la procrastination, c'est fascinant, je trouve. Le fait de comprendre que les gens ont parfois d'une pichenette, eh bien, mettre cette pichenette n'est un problème que si l'intention derrière cet acte est mauvaise, si l'infiabilité n'est pas, et si tu survends et que tu sous-délivres. Le vrai problème, c'est ça. Moi, je déteste les gens qui te vendent une vitrine magnifique. Quand tu rentres dans le resto, c'est flingué. C'est pas bon, la table elle est mal mise, le serveur ou la serveuse n'est pas agréable. Ça, c'est nul. Je préfère des gens qui ont une posture, peut-être, parce qu'on sait marketer. Quand tu mets en avant, croyez-le, fais une masterclass avec Yann ou alors il vous présente un club deal, vous avez envie de changer le monde derrière. Parce qu'on a cette capacité de stimuler des gens. Mais par contre, derrière, on délivre. Parce que moi, je vois les coulisses. Ça taffe derrière, c'est-à-dire qu'on rigole pas. Oui. Vous voyez, par exemple, tous les club deals qui sont faits aujourd'hui honorent les clients, ils ont les rendements qui étaient attendus en temps, en heure, c'est chiadé. Et quand il y a des problématiques, on met ce qu'on appelle des collatérales, c'est-à-dire des collatéraux, c'est quoi? C'est on dit tu investis tant, et pour garantir, alors je mets un gros guillemet là-dessus, ton investissement le plus possible, eh bien on dit je vais mettre cet immeuble entre guillemets en garantie, puis si le deal marche pas, je vais vendre mon immeuble pour pouvoir te donner les sous que je t'avais promis. Voilà, en gros c'est ça. Ça, c'est quand on est une entreprise saine. Voilà comment vous pourriez apprendre à détecter d'ailleurs les personnes qui vous veulent, entre guillemets, un peu plus de bien que les autres, parce que je pense que nul n'est parfait et qu'on n'est pas non plus, on n'est pas une sainte église, on représente une entreprise, le but est de faire des transactions commerciales, mais c'est vraiment à cette intention. Et pour ça, il y a le passif, pour ça, il y a le présent, pour ça, il y a les retours d'utilisateurs. C'est très important de développer cette conscience et d'observer ce qui se passe au sein d'une communauté, voir les retours qui sont perçus et incarnés de ce que peuvent faire des gens, des entrepreneurs ou des promoteurs sur les réseaux. Et c'est vrai que ça, au moins, on l'a en même temps et on l'a totalement tous les deux de la même manière. Chaque personne chez Green Bull aussi, c'est qu'en fait, on ne veut pas mentir aux gens. Donc, quand les gens arrivent chez nous, ils sont surpris. Moi, je le vois souvent. Souvent, et après, ils s'étonnent. Tu vois, les gens arrivent chez Partners, c'est gratuit, ils découvrent. Là, je lance Green Bull Performance. Ils arrivent, c'est un freemium. Il y a des dizaines d'heures, des masterclass, des trucs. Le mec, il dit, mais c'est gratuit, ça. Tu vois, c'est même notre gestionnaire Philippe qui nous accompagne dans la gestion administrative et économique et comptable de la boîte est surpris de ce genre de choses. J'en parlerai dans ma vidéo inaugurale là-dessus, mais je m'assois sur une somme énorme, par exemple, en JGE en tant que créateur de ce petit écosystème là, en le mettant gratuit, mais parce qu'on a des convictions derrière. Parce qu'on sait que, justement, c'est intéressant d'en parler aussi, comme on sait que les gens ne font rien de la plupart des choses qu'on leur donne et qu'on ne va pas réinventer une recette pour faire en sorte que tout le monde y arrive, on n'est pas à l'aise avec la monétiser. Et j'en parlais dans la précédente vidéo, c'est pour ça qu'on ne fait pas des masterminds à 150 000 €. Parce que, pour le faire, il faudrait qu'on ait la conviction que les gens qui vont être en présence vont vraiment maximiser. Et honnêtement, il y a quelques cas où on peut peut-être discuter des variations de ça sur certains types de personnes, mais il faudrait vraiment bien les qualifier. Mais en réalité, il y a tellement de notions de timing, de vie, de cohérence, de choses imprévues, que promettre, et c'est ça que je reproche aux gens dans ce monde de l'éducation, c'est qu'ils promettent des solutions universelles à des réalités singulières, c'est malsain. Donc tout ça, ça tourne aux questions de l'intention. Toi, comment tu as évolué, en toute humilité, en toute honnêteté surtout, c'est de l'honnêteté intellectuelle, et on conclura là-dessus, comment toi, dans ton parcours, tu t'es vu évoluer? Est-ce que tu as systématiquement eu cette drive, cette vision et cette éthique, ou est-ce que tu l'as façonné? Moi, personnellement, j'ai toujours été un peu un maniaque de ces notions d'intégrité pour des raisons de vie personnelle depuis que je suis jeune, parce que c'est un sujet qui me tient. Toutefois, dans la forme, pas dans le fond, j'ai fait des choix ou des erreurs ou communiqué de certaines manières que je changerai aujourd'hui avec l'expérience que j'ai parce que je veux porter un autre type de message. Est-ce que toi, tu as eu une évolution? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit soit je vais du côté obscur de la force, soit je vais du côté Yoda et Luke Skywalker? Est-ce que tu t'es dit non, j'ai jamais été à la frontière? Comment ça s'est passé pour toi? C'est pas aussi polarisé que ça. Je n'ai pas un jour pris la décision. Oui. T'as dit allez, j'appuie parce que la noire ou la rouge, tu vois. Mais je pense qu'il y a forcément. Ça aussi, c'est multifactoriel. Ouais, je pense qu'il y a forcément une évolution. Je pense que quand tu te lances, tu es débutant, donc tu sais pas tout. Donc forcément, je te prends un exemple très simple, j'en parlais hier sur Twitch. Quand je me suis lancé,
Au début, Green Bull n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, c'était pas un groupe, j'étais pas associé, je connaissais pas les autres associés qui étaient eux-mêmes sur des trucs différents de leur côté, qui avaient déjà travaillé ensemble, mais voilà, tout était dispatché. Tout le monde était divisé, mais ouais. Toi tu as créé ça. Moi j'avais monté la boîte de formation IMO qui existe toujours aujourd'hui, qui est Green Bull Campus, qui s'appelait pas comme ça à l'époque parce que voilà, il y avait des changements de nom, etc. Bref, j'étais tout seul dans mon coin. Et je faisais déjà de la formation IMO. À l'époque, parce que là on parle de 2016, quand tu te lances et que tu fais de la formation IMO, bon ben voilà, tu rentres dans des groupes, tu connais des gens, machin. Et j'étais en train de me former notamment à comment vendre, mais même des trucs tout simples, genre comment on fait un site internet pour pouvoir vendre, comment, où est-ce que j'héberge mes vidéos, tu vois, que des trucs comme ça tout bête. Des tunnels de conversion. Ouais, trucs vraiment de base quoi. Genre, c'est même pas comment doit fonctionner. C'est même pas qu'est-ce qu'il doit y avoir dans le business, parce que je connaissais mon sujet, je savais ce qu'il fallait faire. La formation, c'est bon, tu vois. C'était tout le reste. C'était genre comment marketer, comment je gère ma boîte, comment je market, où est-ce que j'héberge, vraiment la technique, tu vois, ce qu'il y a sous le capot. Donc je suis rentré, enfin c'est pas que je suis rentré dans des cercles, mais j'ai commencé à côtoyer des gens, et tout ça est un petit milieu, tu sais, ça fait des séminaires, et puis les gens vont au séminaire des uns, au séminaire des autres, etc. Et moi, ça, très vite, je me suis éloigné de ça, parce que je me suis rendu compte que tout le monde se connaît, tout le monde fait la même chose, et puis il y a des espèces de modes, donc là il y a cette méthode qui marche, donc tout le monde se met à faire cette méthode qui marche. Les pages descriptives des produits, limite c'est les mêmes chez les uns, chez les autres, copier-coller, machin, on change les photos. On se fait des témoignages entre nous pour se légitimer, on s'interviewe sur les chaînes des uns et des autres, etc. Et moi j'ai très vite détesté ça, donc je me suis très vite extrait. Pour moi, ça a été, tu vois, sortir du côté obscur. Mais plein de gens ne le verraient pas comme le côté obscur. Moi, j'ai trouvé que ça avait un côté un peu obscur. Et puis, ça marchait mieux, tu vois, toujours avec un peu mon mindset, d'aller faire mon truc dans mon côté et d'aller innover. C'est aussi pour ça que j'étais un des premiers sur YouTube, si c'est le premier, à tutoyer les gens. Maintenant, c'est juste normal, mais au début, les contenus de formation, c'était du vouvoiement, etc. J'ai été le premier à sortir de ma zone de confort, à aller faire des émissions sur le terrain et pas aller juste faire des vidéos face cam, etc. Bon, bref. Donc j'ai voulu tracer mon chemin. Après, au milieu de ce chemin, tu apprends des choses. Parce qu'au début, tu sais pas vendre, donc on t'a dit pour vendre c'est à peu près comme ça, donc tu fais à peu près comme ça, puis en effet ça fonctionne. Et puis on t'a dit de faire des promos, en effet quand tu fais des promos, tu as un pic de vente, donc tu fais des promos. Et voilà, et je veux dire, c'est pragmatique. Ouais. Les marques du monde entier font ça, mais je veux dire, le marketing aujourd'hui, c'est un outil, mais c'est ce que tu en fais qui est important. Et ça, je suis d'accord avec toi, c'est que l'intention derrière, elle est importante. Pour moi, si tu vends extrêmement bien, et on a vu plein de cas, je vais citer personne, mais que derrière ce que tu fais c'est de la merde et qu'en plus éventuellement tu disparais des radars, t'es vraiment un sale con. Ouais. Par contre, si tu fais évoluer, tu dis ok, j'étais pas parfait, j'ai sûrement fait des erreurs, mais j'ai fait évoluer avec le temps, regardez, je suis toujours là, et puis en plus ce que je propose c'est encore mieux, c'est juste une évolution normale de la vie. Je voudrais juste mettre un dernier point, c'est qu'aujourd'hui le monde entier c'est du marketing. Je veux dire, c'est abusé jusqu'à la moindre photo. Les poses Instagram. On a tous vu les posts où la meuf, elle te montre genre la pose qui va bien. Waouh, abusé. Et après, elle te fait la photo normale. Bon, elle est juste normale en fait. C'est pas un mannequin quoi. C'est fou. Hein. C'est fou. Et ça, c'est du marketing. C'est une façon de se marketer sa propre personne. Et pareil, c'est ce que t'en fais derrière. Est-ce que tu fais ça pour paraître mieux que tu es, puis t'es en train de tromper les gens sur ton physique? Voilà, la marchandise, c'est toi et c'est ton physique. Donc après, ça dépend ce que tu en fais. Et voilà, c'est juste l'intention, tout simplement. Mais le marketing, il est partout. Que les gens ne soient pas déçus. En fait, c'est ça l'enjeu. Un jour, mon père m'a dit une phrase, il m'a dit, c'est une très bonne conclusion de notre conversation, m'a dit, ne rencontre jamais tes idoles. Ouais, c'est vrai. Parce que tu es toujours déçu. Ouais. Et moi, je lui ai répondu, j'étais jeune, je lui ai répondu, je vais construire une vie dans laquelle, quand les gens me rencontrent, je les surprends positivement. Et ils ne s'attendent pas à des choses mieux que ce qu'ils pensaient. Et en fait, tout mon quotidien est basé là-dessus. Et je ne dis pas y arriver, je pense y arriver au quotidien, mais en tout cas, je dis être en cours de route et que ma vie est fondée là-dessus. C'est-à-dire que je déteste les schémas dans lesquels les gens imaginent des choses de toi et qu'après, ils sont déçus. Par exemple, avec les années, pourquoi même je suis ici d'ailleurs, parce que les gens savent autour de la table, dire l'autre il est maniaque, mais par contre c'est vrai quoi. C'est-à-dire que quand il est dans une soirée, il se défonce pas. Quand il y a des filles, des machins, même célib, il fait pas le con, alors en couple, il trompe pas. Enfin, les gens le savent, tout le monde a vu ça pendant 10, 15, 20 ans. Tu crées une espèce de réputation et de suivi. Et au final, ça te revient
Tu vois, ça c'est bien parce que tu as été cohérent. Et en fait, c'est ça le point. Je pense qu'on peut faire ça en tant qu'entreprise. Et moi, c'est aussi les valeurs que j'aimerais incarner et que j'incarne au quotidien. Je suis pas seul, donc il y a parfois des gens qui font des erreurs. Le service client, il peut faire une bêtise. Un commercial, il peut être un peu, tu vois, des fois il exagère un peu. On vient de le recruter, le pauvre il est maladroit. Des fois, ça m'est arrivé de m'embrouiller comme ça, dire d'ailleurs la discussion que je vous ai eue avec l'ami Jérôme, je l'avais eue à cause de ça. Un sales qui venait d'arriver, qui était un peu maladroit, tu vois, un conseiller. Et en réalité, tout cet écosystème, le but, et selon moi c'est une mission qui fait du sens, c'est véhiculer un capitalisme sain dans lequel il n'y a pas de problème à vendre des pommes de terre à quelqu'un qui a faim. Par contre, il y a un problème à lui faire croire que c'est une pomme de terre, alors qu'en vérité, c'est un caillou. Tu vois. C'est un caillou, encore pire. Voilà, parce que c'est à peu près la même forme de loin. Tu vois. Et c'est ça le point. Et voilà, encore une fois, tout est perfectible, mais c'est le chemin. Donc au bilan de cette conversation, je te remercie parce qu'elle a été très riche sur cette thématique. C'est cadré tout en étant assez large. Toi, tu dirais que la proportion des gens que tu as vus, que tu estimes capables de comprendre ce que tu racontes, pas forcément dans une thématique spécifique, parce que là, ça demande de la compréhension d'un jargon, mais la mécanique de réflexion, puisque c'est ce que j'adresse. Moi, je te dis pourquoi je te demande ça, et on conclut là-dessus. J'ai, moi, fait l'erreur pendant des années de surestimer la compréhension de mes interlocuteurs, non pas sur le jargon, le vocabulaire, mais sur la mécanique cérébrale. Tu vois, lorsque j'expliquais, comme là, des déroulements, etc. Et un de mes amis un jour dit, mais tu sais, ils comprennent pas. Et en fait, c'est là où moi j'ai évolué vers pas mal de choses. De constater ça a été très difficile pour moi, mais ça m'a fait évoluer. J'ai constaté sur les mécaniques que la plupart des gens ne les comprenaient pas. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton constat? Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui sont dans des consommations boulimiques de contenu? Parce que c'est rude ça. Mais nous qui sommes en train d'être dans la pédagogie tout le temps, on fait des vidéos sur la finance. D'ailleurs, je refais un call to action, il est où? Il est là. Bon, je vais mettre un i et vous allez aller sur la chaîne YouTube de Yann. On va créer ensemble Greenbow TV pour ça. C'est difficile. Je pense qu'il y a énormément de fonctionnements de cerveau différents. Ouais, ok. Pluralité. Il y a une pluralité vraiment de fonctionnement cognitif. Ouais. C'est-à-dire que déjà, on ne réfléchit pas tous pareil. On n'a pas les mêmes façons de faire appel à nos souvenirs, à nos idées. On n'a même pas les mêmes façons de gérer, je pense, de ce que je comprends, les liens temporels. C'est vrai, la temporalité, on n'a pas du tout la même interprétation. On n'a pas du tout tous la même interprétation de où est l'importance, passé, présent, futur. Des gens vont être traumatisés par leur passé et vont bloquer dessus. Des gens vont complètement oublier énormément de souvenirs. Moi, c'est mon cas. Tu me dis là, Yann, raconte-moi ta meilleure anecdote sur X. Ah, je vais mettre une demi-heure à la trouver. Ah, d'accord. Ouais. Ah, c'est marrant, tu vois que moi, je me rappelle des trucs quand j'avais 3 ans et demi. Quoi. Oui, mais moi aussi, je dis pas que j'ai pas de souvenirs. Mais là, si je te dis par exemple, Dompé, rappelle-moi, raconte-moi une anecdote sur tes dernières vacances. Ça va venir vite. Ouais, ça vient vite. Moi, je vais galérer. Ah, d'accord. Ouais, non, ça vient vite quand même. Ouais. Parce que je suis. Parce que là, j'ai déjà. Ouais, voilà. Alors, moi, pas du tout. Déjà, il faut que je travaille pour savoir où étaient mes dernières vacances. Ce que j'ai fait, tu vois. Donc voilà. On m'a volé des skis. Ouais, bon. Merci. On t'a volé des skis, c'est bon. Ouais, ceux de ma nièce en plus. Relou. Heureusement, j'ai pas retrouvé le gars en question. Heureusement pour lui. Manque de diplomatie, je vois. Donc tu vois, les cerveaux fonctionnent pas pareil. Donc à partir de ce moment-là, forcément, quand moi, mon cerveau, j'essaie d'expliquer un truc à un cerveau qui marche pas pareil, forcément, ça marche pas. Après, je pense que aussi, on est dans, et là je vais vraiment faire le vieux con et des gens vont peut-être m'insulter, dans une culture On censure. On est dans une culture un peu du comment dire ça? Là, il cherche la diplomatie. Je vous jure. T'as vu? Ouais. Là, il tourne cette fois sa langue dans sa bouche. Règle numéro 4. T'as vu? Elles sont utiles de la conversation objective. Pour pas heurter inutilement, parce que comme on prend des raccourcis tout le temps, je comprends. Je crois que je vois où tu veux venir, mais je te laisse. Je pense que le contexte fait que le monde accélère, etc., les réseaux sociaux, machin. Et on met de plus en plus en avant la médiocrité. Bah, tout simplement. Donc. Page 18 de mon programme. C'est-à-dire que. Je suis complètement. Genre, être un Marseillais à Cancun aujourd'hui, c'est stylé. Ouais. C'est un exemple pour les enfants. Et donc, forcément, un gamin de 8 ans qui voit des mecs qui fake en plus, hein, parce que tout ça est scripté, hein, les amis. Hein, ne croyez pas que. Je veux dire, il y a un chargé de prod, il est là, il fait OK, aujourd'hui, Jonathan et Camille, vous allez vous engueuler, trouvez ce que vous voulez, allez-y, jetez-vous des trucs à la gueule. Donc, des enfants qui voient ça, ils en font leur cadre de référence. Ouais, c'est vrai. Et donc, voilà. Et ça, on l'avait pas avant. Parce qu'avant, amusez-vous, c'est un truc qui est trop marrant. Vous tapez les archives de l'INA, INA. Ouais.
Ok. Tu trouves des pépites. Tu trouves des pépites sur YouTube maintenant, c'est libre de droit, etc. Tu tapes genre interview enfant INA, tu vas trouver machin. Et il y a des enfants qui ont été interviewés. Je crois que c'est dans les années 50, 60. Ouais, peut-être même 40, vu la gueule des images, etc. Et tu as des enfants qui parlent devant la caméra. Et il y a un intervieweur qui dit, voilà, Jean-Claude, parce que c'est prénom à l'ancienne, qu'est-ce que tu veux faire plus tard quand tu seras grand? Et le gamin a 14 ans. Il te sort un discours, une façon de parler, avec un phrasé, un vocabulaire riche, etc. Je veux dire, ça te fout la honte carrément. Et je ne sais pas si je suis un vieux con réac, mais j'ai l'impression que l'accélération du monde et de l'accès à l'information, mais l'information c'est ce que tu en fais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je trouve la plus belle évolution, la plus belle création, la plus belle innovation, c'est Internet pour moi. Pourquoi? Parce qu'avec ça, j'ai accès à toutes les encyclopédies du monde, je peux trouver ce que je veux, je peux me former, je peux faire ce que je veux. Sauf que le problème, c'est que si ça, je l'utilise pour regarder les Marseillais à Cancun, je suis désolé, je vous déteste, je deviens un idiot. Ça me crame le cerveau. C'est ça. Alors que si je l'utilise pour me former et envoyer des fusées sur la Lune, ben, je vais apprendre, tu vois. Tout simplement. Encore une fois, c'est pas l'outil le problème, c'est l'usage. C'est ça. Et je sais plus la question du début, mais c'était autour de tout ça. Oui, c'était comment fonctionnent les cerveaux et comment passer des trucs. Mais c'est ça. Et là, tu es en train de donner un peu ta lecture. C'est ce que tu en fais, quoi. Donc maintenant que le constat il est là, bah, c'est ce que tu en fais. Donc moi, je pars du principe qu'au bout d'un moment, on peut pas sauver tout le monde et que je me donne le maximum avec ce que j'ai compris du fonctionnement de mon cerveau et ce que j'ai compris aussi à force d'expliquer des trucs aux gens. Alors, quelle est leur façon de comprendre les trucs? Et puis bah, j'essaie de connecter et voilà. Et t'as pas d'idéalisme non pragmatique, tu cherches les gens qui te cherchent et qui peuvent comprendre ton message, et t'es pas là pour sauver les lamentins ou pour te déconnecter du réel non plus, quoi. T'es vraiment t'es comme une tête chercheuse, et t'as mis ta mission à potentialiser des personnes qui veulent l'exploiter et à laisser naturellement les choses se faire. Je parle pas à 100% de la population, je veux dire les gens qui s'intéressent aux finances, investissements, c'est, je sais pas, 5, 10, 20% de la population. Je veux pas parler à la masse, ça m'intéresse même pas en fait, de faire du divertissement, tu vois. Je suis pas Squeezie à faire des sketchs, même si ça m'amuserait, peut-être ça serait cool. Squeezie, si tu Ouais, parce qu'on aime bien se marrer quand même. Mais je veux dire, n'hésite pas. C'est pas le but premier de ma chaîne. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai peut-être un peu plus de 200 000 abonnés, suivant quand les gens regardent cette vidéo. J'aurai jamais 4 millions d'abonnés. Sauf changement de fou, ou sauf je joue dans un film ou j'en sais rien, tu vois, ça me paraît très compliqué. Ou l'internationalisation. Ou l'internationalisation, mais je veux dire sur une audience française, c'est normal d'avoir une audience assez faible et déjà c'est bien quoi. Et puis même si je monte à 500 000, 1 million, c'est genre voilà, c'est normal, je parle pas à tout le monde, mais ça n'est pas non plus mon but. Et je pense qu'il faut que les gens acceptent aussi dans la vie quotidienne. Le clivage naturel. Voilà, c'est ça. Et je veux dire. Pas plaire à tout le monde et s'adresser à tout le monde, c'est ça. Ouais, et tu peux respecter tout le monde, mais je veux dire, il y a des choses qui sont faites pour ne pas se comprendre. Je veux dire, quelqu'un qui est à fond, qui croit aux énergies, au chamanisme, etc., etc. Je suis pas du tout en train de cracher dessus, mais c'est sa croyance, c'est son cercle de référence. Et quelqu'un qui est trader à Wall Street. Ils peuvent pas se comprendre. Ils peuvent pas se comprendre, ils peuvent se respecter, ils peuvent se parler, ils peuvent essayer de faire des choses intelligentes comme on est en train de le faire. Conversation objective. Mais ils ne se comprendront pas dans le fond, profondément. Je veux dire, jamais le trader à Wall Street, à moins qu'il vrille totalement, ce qui est possible. Mais si on fait un échantillon statistique, ça va être compliqué. Ouais, je comprends tout à fait. C'est un sujet intéressant, je suis très content qu'on ait digressé, c'est le but de ces conversations, voilà, pas de cadre trop strict, si ce n'est les choses qui les sous-tendent, et t'as vu, on y a fait référence indirectement tout le temps. On a fait référence à plein de points qui prouvent que rien n'est vrai, tout est contextuel. On a fait plein de références au fait que c'est toujours multifactoriel et pas polarisé au binaire. On a fait plein de références au fait qu'on a une légitimité limitée, on a des biais, etc. Donc on a l'humilité de notre posture. Ensuite, on a plusieurs fois cherché nos mots de sorte à pas être agressif, attaquer pour rien, etc. Et même là, tu viens de parler d'un élément où on a des croyances qui nous regardent par rapport à cette thématique, mais t'as pas été dans l'arrogance, t'as pas été cynique, ton verbal, même ton non-verbal, t'étais pas en mode oui, ces gens, t'as pas été comme ça, t'as pas été dans le dédain, t'as été dans l'expression neutre. Et 5e point, c'est qu'ensemble, on essaie de résoudre la thématique, et c'est ça qu'on fait. C'est-à-dire que là, si vous vous interrogez à cet équilibre entre voilà, le comportement qu'on doit avoir avec les gens, est-ce qu'on doit être plutôt patient, est-ce qu'on doit être moins patient, est-ce qu'on doit être plutôt cash, en fait, c'est pas toujours une question d'équilibre, c'est une question de contexte. C'est pas une question d'équilibre. L'équilibre, ça veut dire que tu n'es ni l'un ni l'autre. C'est pas vrai. C'est une question de contexte. Dans certains contextes, il est opportun d'être cash. Dans d'autres, il est opportun de s'armer plus de patience et de pédagogie. Et on fait mutuellement dans nos vies perso et pro des efforts pour changer un peu ça et pour être contextuellement utile. Là où nous étions peut-être systématiques. J'ai toujours été systématique dans un excès de pédagogie.
peut-être toi dans un excès de cash, et dans un certain contexte, eh bien, on essaye de faire les choses. Je suis obligé de placer ma punchline, je suis désolé. Mais vas-y, ça sera la punchline de clôture. Dans certains contextes, il est important de savoir fermer sa gueule. Et je te coupe la parole pour dire ça, c'est beau ou pas quand même? C'est magnifique. Yann, merci. Parce que parfois, on n'a pas des avis sur tout. Oh, c'est formidable. Moi qui passe mon temps à répéter qu'on n'est pas omniscient. Ils vont adorer parce que la communauté adoube forcément au début tous les sujets. Merci à vous d'ailleurs pour votre temps. Le temps c'est précieux. Merci à toi parce qu'on vient de faire un enregistrement. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le temps d'aller sur la chaîne de Yann évidemment. Et je t'envoie de la force. Envoie-moi de la force, la famille. Bon, c'est vrai que 1200 abonnés à date à l'heure où on tourne la vidéo, qui envoie de la force à 200 000, c'est mignon. Mais honnêtement, on le fait. Et on a décidé simplement de porter un certain message. Donc, on a envie de le faire ensemble. Si la thématique de l'investissement, de la logique, de l'intelligence financière, tout ça vous parle, je vous invite vraiment à suivre Yann qui vulgarise comme personne. Et même les gens qui ne t'aiment pas le reconnaissent. Parce que c'est comme ça. C'est vrai que parfois, il m'accorde ça. Ah, il dit, ah, pas, mais bon, il faut. Un peu un con, mais bon, il explique bien. Il est bon. Bon, bref. Et toujours est-il qu'il faut s'abonner. Évidemment, que vous puissiez suivre, jeter un œil là-dessus. Et dans un deuxième temps, liker, commenter pour les fameux critères de référencement et de soutien au message. Je te remercie vraiment parce qu'on a tourné du coup une deuxième vidéo qui sera sur sa chaîne de résolution. Et oui, on est habillé pareil parce que oui, c'est le même jour. Oui, c'est le même jour. Voilà, on ne s'est pas amusé à se changer, etc. Pour faire semblant. Pourquoi on s'en fout? Parce qu'on va droit au but. C'est un peu le sujet de tout ça. Action. Et ce qui compte, c'est le fond et le message. Donc merci, ça a été très instructif. Merci à toi. Même moi, ça me fait réfléchir à des trucs, c'est cool. Je vais y penser après et à très bientôt. À très bientôt. Salut les amis.